On passe à la deuxième relation d'aujourd'hui. Anaïde Terminassian, je ne vais pas vous présenter, surtout ici à Paris, et puis non seulement à Paris, mais je vais souligner l'intérêt pour l'approche d'une historienne vers un roman. Donc on a parlé des rapports historien et littérature, donc je me réjouis de vous entendre donc parler de l'histoire à la fiction narrative dans Anu le Lesbistak. Le nom sous la langue. Merci. Un des romans des Krikov. Bonjour. Après tout ce que j'ai entendu ce matin, ce que je viens d'entendre, il est clair que ma place n'est pas ici. Je ne suis pas une spécialiste de la littérature arménienne. Je ne suis pas allée dans une école arménienne. Je n'ai pas suivi de cours d'arménien à l'Institut des langues orientales, où j'ai suivi 2 années de kurde, par contre. Bon. Donc, mes compétences en littérature arménienne, elles sont personnelles, elles sont dues au hasard, elles sont dues à des lectures, à des rencontres, à une envie. Et ma présence aujourd'hui ici est d'abord le grand intérêt que je porte depuis des années au travail de Grigor Bolodian, à son œuvre, même si je ne l'ai pas toujours manifesté, et parce que j'ai été interpellée par ce livre qui s'appelle Anun Lesbistak, avec lequel, je peux dire, j'ai vécu depuis 3 mois, enfin 2 mois et demi au moins, nuit et jour, dans mon lit, dehors, dedans. Je précise quand je dis dans mon lit, dehors, dedans, parce que je vais dire quelques mots sur les problèmes de vocabulaire et le problème de dictionnaire. Je n'ai évidemment pas toujours emmené avec moi le Malchassian, les 4 volumes du Malchassian ou quoi que ce soit. J'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, et puis souvent j'ai renoncé. Je me suis laissé porter par le rythme de la phrase, par ces longues phrases, ces longues phrasées, en me disant qu'il y avait là certainement des néologismes, ce que vient d'être dit, ce qu'on a dit aujourd'hui, que ces néologismes n'étaient pas en soi exceptionnels, que l'arménien était une langue flexible comme l'allemand, que j'avais un peu pratiqué dans ma lointaine enfance, et que déjà les écrivains du 19e siècle arménien, ou les historiens, ou les savants, les méritalistes, pour ne pas les citer, avaient déjà entrepris de créer des mots arméniens. Donc je me suis laissé porter par la langue, comme on se laisse porter par un courant d'eau quand on ne sait pas très bien nager et qu'on a mis les pieds dans une rivière. 5e volume d'un cycle romanesque à la fois encyclopédique et à mes yeux inachevé, même si l'intervention de Marc ce matin a laissé entendre que Choum était peut-être le dernier, le retour. Moi, je ne crois pas. Je crois que, d'après ce que j'ai lu, Krikor est poussé par un besoin irrésistible de lutter contre la mort, contre sa propre mort, contre la mort de la langue, contre la disparition de ses parents, de ce qu'il y a eu derrière, et qu'il va écrire. Il ne peut pas faire autrement que de continuer. Anun Lesbistak a été publié à Paris en 2003. On a rappelé aussi ce matin que les différents volumes de ce cycle avaient été publiés, et ça c'est très important, dans différents pays, aux États-Unis, au Canada, à Paris, et désormais en Arménie. Ça aussi c'est important, je reviendrai là-dessus en conclusion. J'ai extrait arbitrairement de ce cycle Anun Lesbistak, comme si j'avais entrepris d'extraire arbitrairement, tout aussi arbitrairement, un des éléments de la recherche du temps perdu. Vous voyez que je me lance dans des comparaisons qui ne sont même pas audacieuses, qui s'imposent, et que je décide de lire du côté de Chvessan ou Sodome et Gomorrhe, sans lire le reste ou sans m'occuper du reste, et tenter d'en dégager, malgré tout, la totalité singulière avec les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, probablement les mêmes erreurs. Anun se présente sous la forme d'une narration. Ce matin, on a parlé de récit. Dans mon exposé, je vais alterner récit et narration, qui n'ont pas d'ailleurs tout à fait le même sens dans la critique littéraire moderne, contemporaine. Bon, parce que si je n'ai pas, et je dois avouer tout de suite, je n'ai lu aucun texte critique concernant en arménien la littérature de Grigor Bolodian.
Par contre, je me suis un peu intéressée à ce qu'on appelle le nouveau roman. Il est déjà dépassé, mais à la critique littéraire moderne. Bon. Je me suis même enhardie jusqu'à consulter Bakhtin, pensant que Grigor Bolodian l'avait lu, certainement. En tous les cas, Hanoun les Zvizdak, c'est une narration exactement de 331 pages avec un point final. Le point final, il est à la page 331. Une petite exception cependant, parce que même je suis scrupuleuse, il y a un extrait, un peu comme ça arbitraire, d'une lettre supposée ou réelle de Vartan Vartabet, donc l'abbé de Soutkarabet, qui est censé écrire une lettre au patriarche arménien, je pense, de Constantinople, et là, il y a des points finaux. C'est le seul passage. Tout le reste, c'est donc ce torrent linguistique là dans lequel je me suis laissé porter. Et c'est important de voir comment ce livre est écrit. Et je le montre là comme ça parce que ce torrent linguistique, bon, on peut respirer dedans. On peut respirer parce qu'il y a des marges, parce qu'il y a des phrases qui vont à la ligne avec comme ça des sauts de ligne, etc. Tout ça guide le lecteur. Je répète encore une fois, pour moi, c'est très important. Je n'ai pas fait, comme mademoiselle, l'effort d'apprendre l'arménien pour enseigner l'arménien. Je n'ai pas fait ce qu'a fait Marc, d'être né en France et de devenir, comme on l'a entendu tout à l'heure, un merveilleux orateur arménien. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Donc, je me batte la coupe là-dessus. Mais je suis intéressée par la littérature arménienne. Je suis intéressée par l'histoire des Arméniens. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous pour parler du livre de Grigor Bolodian, de celui-là en particulier. Alors, dans ce livre, il y a une intrigue. Forcément, il y a toujours une intrigue dans un livre. L'intrigue est simple. Bon. Au cours d'un colloque universitaire, Grigor Bolodian, dans ce livre, laisse entendre qu'il déteste les colloques universitaires et que rien n'est plus répétitif qu'un colloque universitaire et rien n'est plus ridicule qu'un président de colloque universitaire ou des intervenants dans un colloque universitaire. Donc, nous partageons avec lui ce point de vue. Je partage avec lui ce point de vue. Donc, au cours d'un colloque universitaire, des orateurs représentatifs ou supposés représentatifs du monde intellectuel sont alignés sur une estrade, comme nous le sommes, et ils vont se succéder et parler dans des langues différentes, car dans le roman, car c'est un roman, intervient la présence d'un traducteur enfermé dans une cabine, sous la houlette d'un président de séance, dont la seule préoccupation, c'est de régler le temps de parole. Je vous rappelle ça tout de suite à mon égard, parce que je suis extrêmement bavard. Bon. Donc, sa seule préoccupation, c'est ça. Une conférencière objectivée comme Guine, la femme, jamais elle n'aura de nom. Guine raconte dans une langue qui n'est pas l'arménien, puisqu'à un moment donné, le traducteur va intervenir parce qu'il n'arrive pas à suivre comme maintenant le flot de parole de Guine. Bon. Carte et statistique à l'appui, un peu comme vous, là, tout à l'heure. Là, carte et statistique à l'appui avec une lettre, va essayer de raconter, si on peut dire de raconter, d'expliquer la destruction par le fer et par le feu de la population arménienne de Mouche. Et quand je dis Mouche, car d'ailleurs à la fin du premier chapitre, le mot mouche apparaît comme ça, mouche, tout seul. C'est la métaphore, alors c'est le moment de dire, de la ville de Mouche, de la plaine de Mouche et du Sassoun. Un ensemble qui appartient, ceux qui, comme vous, ont pratiqué l'arménien dans l'Antiquité tardive, savent combien c'est important dans la littérature et dans l'histoire du peuple arménien. Bon. Voilà. Le narrateur se trouve assis parmi les auditeurs. Et pendant que cette Guine relate, il se remémore les récits de Nano, une vieille voisine Mochetsi, survivante des massacres et des brasiers de Mouche, récits qu'il a entendus durant son enfance dans un quartier arménien de la banlieue de Beyrouth. Là, je précise dans la banlieue de Beyrouth, car le mot Beyrouth est quand même prononcé, écrit dans ce livre. À la légitimation scientifique du savoir de la femme, garantie par les institutions académiques, comme ici, et à sa recherche de la preuve, fondée sur des documents historiques,
il oppose le récit, la fonction narrative et la parole de Nano, car le récit, le Badoum, le vrai Badoum, c'est un récit, c'est une parole orale, avant d'être ensuite transcrite par l'écrivain dans un livre. Mais c'est d'abord une parole orale. Moi, je peux vous dire que si je ne suis pas allée à l'école, moi, mon frère, nous avons vécu dans le Badoum maternel. Ma mère racontait, elle racontait, elle racontait. Et les personnages qui apparaissent dans le livre de Krikor Beledian, ce sont presque des personnages familiers. Vartan Vartabet, c'est comme mon grand-père. Un grand-père que je n'ai pas connu. Hein, un grand-père, vous savez, avec cette grande barbe blanche. Enfin, on reviendra sur Vartan Vartabet. Mais quand je lis Vartan Vartabet sous la ligne de Krikor Beledian, ça me rappelle comme si j'y étais, comme si j'avais vécu ça. Je l'ai vécu. Alors, d'emblée, le lecteur est confronté à une double temporalité. Là, je vais dire quelques mots pour montrer que je me suis intéressée un peu à la critique moderne de la littérature. Le temps de l'histoire, c'est-à-dire la durée supposée de la conférence de la femme, disons 20-25 minutes, on va voir si je vais être capable de tenir ça, 30, et le temps de la narration, c'est-à-dire la durée du récit, le temps nécessaire, selon moi, pour l'écrivain écrire le texte, ou peut-être pour le lecteur, car le lecteur est un personnage important aussi, le lecteur pour lire ce livre. Le narrateur, l'instance narrative, la voix, comme on dit aujourd'hui, qui pratique le « je ». Ce matin, on a rappelé que les différents intervenants, il y a le « je », il y a le « tu », mais il y a aussi le « il », hein, dans ce livre comme dans tout autre, d'ailleurs, toute œuvre romanesque. Ce « je », cette voix, selon moi, ne doit pas être confondu avec l'auteur, Krikor Beledian, bien que ce matin, on n'ait pas cessé de nous rappeler que cette œuvre était largement, tout l'ensemble, autobiographique. On l'a dit dans l'introduction de Seuil, traduit en français. Mais quoi qu'il en soit, c'est une fiction littéraire. C'est une fiction littéraire, et j'insiste là-dessus. C'est une création littéraire. Même si des éléments d'autobiographie entrent dans ce livre, dans les autres livres, c'est une puissante création littéraire avec, sans doute, dans son cas, les ambiguïtés inhérentes à toute autofiction. Le narrateur n'est pas le personnage central du livre, puisque le personnage central du livre, comme on va le voir, c'est en principe, c'est Nano, c'est Seth Mochetti. Mais il y a une fonctionnalisation. Là aussi, j'emprunte le vocabulaire de la critique moderne, une fonctionnalisation du personnage narrateur, fonction narrative, il raconte, fonction testimoniale aussi, parce que le narrateur se porte garant, en somme, de la parole de Nano. Moi, si je veux croire Nano, il faut que je fasse crédit à ce que me raconte le narrateur, quand il dit « je », ou quand il suppose, car de temps en temps, il suppose. Et ce jeu narrateur, il est présent, mais il devient de tout à coup omniscient. C'est-à-dire que, comme dans le roman classique, je ne sais pas, chez Balzac ou chez Victor Hugo, tout à coup, il sait tout, il voit tout, il est capable d'expliquer des choses alors qu'il n'était pas là. Bon, alors, ce narrateur, ce qui m'a paru intéressant, alors pour en revenir à l'autobiographie, bien que les dates, excusez-moi, les dates et les lieux ne sont jamais cités ou clairement cités et peuvent être ou ne pas être décryptés par le lecteur. L'auteur laisse le lecteur totalement libre. S'il veut, il peut chercher à comprendre, tiens, il a écrit ça, pourquoi, quelle date, quel lieu, etc. Ou bien pas du tout, car l'important, ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas de dater, ce n'est pas de dire de localiser, mais l'important, je dirais, ce sont les découvertes successives du narrateur et à la fois les découvertes de ce que Nano lui raconte et qui, évidemment, nous allons voir, qui est le Hared, qui est le génocide des Arméniens, bien que le mot génocide ne soit pas prononcé tel que. Mais aussi parce que ce que je vais apprendre sur
la propre évolution du narrateur. D'une certaine façon, dans ce livre, j'ai fait aussi une espèce de lecture, un peu le Bildungsroman là, des Allemands, puisque maintenant je me mets à citer du 19e siècle, c'est-à-dire un roman de formation. Il y a des éléments de la formation du narrateur. Il y a le narrateur enfant qui vit et qui fréquente cette nano dans le Tar, dans le quartier, du Pelur, de la colline, d'une banlieue supposée de Beyrouth qu'on ne cite pas, mais qui maintenant, nous savons, est Ashrafieh. En l'occurrence, on peut le déduire à la fin des années 50, 1950. Ensuite, on retrouve ces narrateurs sous les traits, enfin, sous la peau ou dans la position d'un étudiant en philosophie à Paris, élève de Jean Kelevitch, non pas que le nom de Jean Kelevitch soit cité, mais simplement parce qu'à un moment donné, le narrateur exprime des opinions qu'il prête à ce professeur philosophe, et si on a fait un peu de lecture, bon, on peut en déduire qu'il s'agit de Jean Kelevitch à la Sorbonne, et on voit aussi que différents indices qu'il a participé aux manifestations de mai 1968. On retrouve le narrateur journaliste devenu spécialiste de l'économie du pétrole, missionné à Londres ou dans un émirat arabe. Et enfin, ce qui est le plus important pour nous, c'est le narrateur adulte qui a réalisé sa vocation, qu'il a découvert en cours de route, c'est-à-dire devenir enfin un écrivain arménien en arménien occidental. Dès les premières pages de Hanoun Lezviksa, un livre réfléchi et construit. Ce matin, Marc a souligné la difficulté, d'abord, de décrypter le texte, de décrypter les textes de Krikol Beledian, mais aussi la difficulté de les écrire de la part d'un philosophe, car sa première carrière sa première vocation a été philosophique, devenu écrivain arménien, mais qui a vécu à Paris, qui a suivi des cours et qui a lu, des gens que je vais citer, que vous connaissez tous, Ricoeur, Barthes, Lyotard, Foucault, Derrida, tout à l'heure j'ai dit Bakhtin, et il y en a d'autres, Todorov, etc., Hélène Cixous, que sais-je, et qui a aussi un petit peu flirté avec la psychanalyse, sur laquelle je ne m'avancerai pas, un domaine qui n'est pas le mien. Ce qui s'impose tout de suite pour moi, ce qui s'est imposé pour moi, ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est la singularité de la forme. C'est le style. Forme en rupture complète, bien entendu, avec le roman classique. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, je me suis intéressée à ça parce que l'écriture de ce texte, ce texte est totalement anachronique. C'est-à-dire qu'il ignore totalement le calendrier. Que le narrateur fait des allers-retours dans le temps. Alors, pas simplement le temps que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit il y avait le temps de l'intervention de la femme, bon, et puis le temps du récit, le temps de l'écriture. Non, là, l'autre temps, le temps dans le passé, le retour dans le présent, et alors là, avec un usage, moi, je l'ai relevé, j'ai été toute contente d'en entendre parler ce matin, un usage constant du temps des verbes, de MPS, cette fois-ci des verbes, le passé, le prétérit, je ne sais pas si on dit passé ou prétérit en arménien, enfin pour moi le passé, le présent, avec le esav, quand il veut rapporter une scène qui est absolument géniale, qui est très théâtrale, dans laquelle on entre là, ou bien le futur antérieur, c'est-à-dire anticiper sur les événements en les mettant dans la bouche de personnages qui ont vécu dans le passé. Bon. Alors, là, je me trouve, je dois faire un aveu, je n'ai pas lu beaucoup de romans arméniens dans ma vie. Bon. Il faut le dire, il faut oser le dire. Il faut oser dire ce qu'on est, ce que je suis. J'ai lu pas mal de textes en arménien, mais pas beaucoup de romans arméniens. Et puis, je vais dire tout de suite ce qu'on a dit, répéter, Krikol Beledian a littéralement révolutionné, littéralement changé le roman arménien, lui a donné une forme nouvelle, mais je ne peux pas m'empêcher à ce moment-là de me souvenir
de quelque chose que j'ai entendu quand j'étais adolescente, de la bouche de Vaio Shagan, qui est quand même quelqu'un qui a joué un petit rôle quand même dans les transformations littéraires au XXe siècle, enfin XXe siècle. Vaio Shagan disait toujours, enfin nous disait, le génocide, enfin c'est pas simplement la mort des hommes, c'est pas le fait que les hommes ont été tués, massacrés, qu'une société a disparu, que le pays a été perdu, etc. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la littérature arménienne. Il a dit, ça a empêché le développement de la littérature arménienne, le développement du roman arménien. Du roman arménien, avec l'importance qu'il donnait, il y avait une grande charge là-dedans, l'importance qu'il donnait à ça, et qui égalait à ses yeux l'ensemble de la catastrophe. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de doute que Grigor Boledian a changé, a apporté quelque chose de différent de ce qui existait jusque-là, mais puisqu'il a détruit, puisqu'il pratique l'anachronie constamment, eh bien, comment a-t-il... Tout à l'heure, j'ai comparé tout de suite avec Proust. Bon, ben, il est bien évident que là, le narrateur écrit, dit... parce qu'il est soumis à la mémoire involontaire, aux réminiscences déclenchées par des sensations éprouvées à de très grandes distances dans le temps et dans l'espace, ou aux occurrences d'un terme, le narrateur procède par enchaînement subreptice ou syntaxique, par détour, par glissement insensible, par lemme, par analogie, par digression, par corrélation et approfondissement successif. On est devant un texte comme ça, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part. Ces incessantes articulations narratives, la mise en miroir du discours de la femme et de la parole de Nano, car il le fait. Je n'utiliserai pas le mot que Marc a utilisé ce matin parce que j'avais failli le mettre, j'avais failli l'utiliser dans le dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, on se répond là, on ne se répond pas. C'est la mise en miroir. La femme, Dine, tient un discours dans son amphithéâtre. Et puis, il y a les paroles de Nano en face. Alors, font surgir, ces articulations successives font surgir des récits dans le récit, font apparaître de nouveaux personnages dont on ne connaît souvent que le nom, ou bien une caractéristique physique, une femme un peu grosse, un homme qui a une mauvaise réputation, enfin en arménien, des détails dépareillés, mais qui font de Ananoun un texte, Ananoun, oui, Ananoun, vous voyez, Anoun les Visdak, un texte polyphonique où l'on retrouve, je devrais plutôt dire où l'on entend, tous les états de la langue arménienne. L'arménien parlé, l'arménien de cuisine, fortement matiné de turc, là c'est peut-être la partie comique d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, car Grigor Boledian, à mon avis, est un auteur aussi comique, à certains moments, que Yervant Odian. Il retrouve les accents d'Unger Panchouni. Mais aussi, comme est comique Proust, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-François Revel, philosophe. Donc, je compare Grigor et Proust, ils sont tous les deux des auteurs comiques, car ils savent sortir les ridicules des personnages qu'ils ont mis en scène, etc. Bon. Alors, en tous les cas, l'arménien parlé, l'arménien de cuisine fortement matiné de turc, et je dois dire que pour moi, né à Paris, et non pas ayant pas vécu au Liban, c'était un enchantement de pouvoir lire et de comprendre cet arménien matiné de turc que j'avais entendu à Belleville et à la Place des Fêtes quand j'étais petite à Paris, donc, qui avait été transmis, qui faisait partie de l'héritage ottoman des Arméniens survivants du génocide, et qui fait du coup aussi partie, en quelque sorte, de notre héritage commun, qui fait partie, qu'est-ce que je peux dire, oui, de notre héritage commun. Bon, l'arménien correct, Makur Hayren, nous avons tous connu ça dans notre enfance. L'arménien correct enseigné dans les écoles du Moyen-Orient, Djemaran, je crois où il est allé, ou d'autres, Aïgazian et d'autres écoles, ou bien l'arménien des mritalistes, encore plus correct, si je puis dire, le Krapar, mais alors là, avec des citations réelles ou inventées, je n'ai pas été capable
de reconnaître si les citations en clapart dans ce texte, ce sont des vraies citations historiques, ou bien si c'est, car Grigor connaît le clapart, si ce sont des citations réinventées, alors qui donnent au texte une force assez extraordinaire. L'arménien dialectal, ou plutôt ici, non pas dans sa totalité, cet arménien dialectal, mais des expressions utilisées dans les dialectes, alors des composantes de cette petite communauté du Plour de la colline, c'est-à-dire, il l'a dit, 25 familles arméniennes venues surtout de Mouch et d'Erzurum, qui se sont retrouvées là dans les années 30 ou 40, que sais-je. Et cet arménien dialectal, je reviendrai sur le dialecte de l'héroïne, enfin de Nano, et puis, des termes rares, d'une sorte de métalangue arménienne, je dis bien métalangue arménienne, enfermée dans les dictionnaires, mais qui, pour ceux qui fréquentent les dictionnaires, et surtout les dictionnaires arméniens, vous et vous, je suis sûre, peuvent être une véritable délectation. S'enfoncer dans un dictionnaire arménien, un petit dictionnaire, j'en ai un tout petit, un dictionnaire en 4 volumes, et entrer dans ce monde extraordinaire des mots, du vocabulaire arménien, avec tout ce que ça apporte sur la culture et l'histoire du peuple arménien dans le passé. Bon, métalangue arménienne, il y a tout dans Hanoun Lezviksa. Mais dès les premières pages, et c'est raison pour laquelle je suis ici, s'est imposé à moi, dans la mesure où je suis considérée comme une historienne, une petite historienne, mais enfin une historienne arménienne, une autre évidence. Ce livre, c'est la réflexion philosophique, cette fois-ci, du narrateur, mais peut-être de l'auteur-narrateur cette fois-ci, sur le concept d'histoire, sur l'épistémologie de l'histoire et sur le statut de l'historien. Et là, je vais citer Walter Benjamin, qui est cher à l'un et à l'autre, là, c'est-à-dire un prophète qui regarde en l'arrière, historien, prophète qui un collecteur de preuves documentaires, animé par la raison. Alors, je n'entre pas dans les discussions, non pas autour de Nietzsche, mais autour de Hegel, animé par la raison, à la recherche d'archives. Il s'agit dans un espace géographique donné, dans un espace, car l'historien ne travaille pas non plus dans l'abstrait, il a besoin d'un territoire, il travaille dans un espace, il a besoin de cartes, où il s'explique avec des cartes, des schémas. D'ailleurs, Guin, pour donner plus de poids à sa parole au cours de la conférence, va projeter un schéma des quartiers arméniens de Mouch, que le narrateur compare à une espèce de grosse limace, une grosse bête étalée dont il ne voit pas vraiment les détails. Bon, alors, il n'y a pas de doute que dans ce livre, le narrateur, auteur, ou le narrateur, insuffle le doute, sinon le refus, de reconnaître aux historiens, au-delà de la pluralité des points de vue, qu'on reconnaît à la corporation, la capacité de restituer la mémoire, et encore le mot mémoire, c'est la vérité. Alors il faut la vérité, il en route une, la vérité. Quel terme je pourrais trouver? La vérité des événements advenus en 1915, c'est-à-dire ici, le génocide des Arméniens. Bon, encore, si je fais une digression là, étant non seulement historienne, mais portant ce péché capital d'être, ou d'avoir tenté d'être une historienne contemporainiste, c'est-à-dire portant sur la période relative à ces événements, un peu avant, un peu pendant et un peu après. Pas comme vous, bienheureuse, qui parlez d'antiquité tardive, qui était d'ailleurs la grande spécialité de mon maître Marou, qu'il ne cite pas, mais que Ricoeur cite. Alors, non. Pour tout dire, Grigor Beledian et Marc Nechanian, je sors maintenant de l'objet du narrateur, Patmaketnero Misuguden. Misuguden. Je reprends une expression qui est aussi dans le livre, Misuguden. Les historiens sont des gens un peu suspects, un peu louches.
qui essayent d'apporter cette preuve, qui essayent de convaincre leurs auditoires en accumulant des preuves. Mais là, alors je fais une digression pour dire que s'agissant de l'histoire contemporaine des Arméniens, trouver des preuves, trouver des documents ne sont pas chose si facile. Et si je ne me trompe pas, les archives ottomanes nous sont toujours fermées. Donc voilà. Et même si, dans le roman, Guine annonce à un moment donné que des archives étaient désormais accessibles, ou en fait, partiellement accessibles. Donc là, on touche un point qui a une valeur non seulement historique, mais cette fois-ci politique, et qui nous ramène à des problèmes alors absolument immédiatement contemporains, là, aujourd'hui, en 2015, l'année du centenaire. Alors, le narrateur installé dans l'amphithéâtre prend des notes. Très vite, il s'ennuie. Il a l'impression qu'il a tout entendu. Il a lu, lui, les historiens anciens. Et comme il est dans un amphithéâtre, on reconstitue très vite qu'il s'agit de la Sorbonne, qu'il lève le regard et qu'il voit là-haut dans l'amphithéâtre le bois sacré avec Apollon et les Muses. Alors là, on peut même dire, ce sont les œuvres de Puvis de Chavannes et l'amphithéâtre en question. Je peux même donner son nom, mais enfin, je ne vais pas le faire. Et il se laisse aller à se souvenir de l'enseignement du maître qu'il a entendu dans cet amphithéâtre, sous le regard indifférent de Clio. Clio, je vous rappelle, c'est une des 9 muses. Elle est à la fois muse de l'histoire, mais aussi de la poésie, je rappelle. Aussi de la poésie, qui n'est pas quelque chose... Quelque mélodien peut être indifférent. Et là, j'ai traduit, je ne vous donne pas l'arménien. J'aurais aimé, je vous dis tout de suite, au lieu de faire cette conférence, prendre ce livre n'importe où et lire de l'arménien. Lire ce texte. Bon. Il fallait d'abord, alors, par le maître, il fallait d'abord cerner une question philosophique essentielle. Oublier toute approche sentimentale. Ainsi, l'idée de crime contre l'humanité était une idée neuve que n'avaient connu ni Athènes ni Rome. Il fallait le préciser. Les crimes de masse, cependant, n'étaient pas nouveaux. Suit une longue litanie de termes en arménien, pour dire ce que sont ces... Il y avait des mots dans le dictionnaire. L'imagination criminelle était sans limite, comme la langue. Je sens qu'Anaïs nous apporte pour réduire le temps de parole. Bon. Je vais me sauver de mon rôle. Mais aussi, ce maître, à mon avis, qui est Jean Kelevitch, enseigne que si les mots qui existaient, ne permettent pas de traduire ces événements, l'art, c'est-à-dire la création, peut suppléer, doit suppléer. Ça, c'est une leçon qui n'est pas perdue. Et aussi, enseigne le maître, comme l'exprime la victime, à qui nul ne peut se substituer. Ça aussi, Jean Kelevitch l'enseigne. Personne ne peut se mettre à la place de la victime. Personne ne peut parler de la part de la victime. En principe, la victime est morte. Mais ici, il s'agit des victimes au second degré. Il s'agit des victimes survivantes dans ce cas précis. Le pardon est impossible. Le pardon est impossible. Et beaucoup plus loin, dans le texte, on lit ceci. Dieu, si tu existes, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. C'est un retournement, alors cette fois-ci, de la parole christique sur la croix. Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu, si tu existes, ne pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. Donc le pardon est absolument impossible. Et du coup, que je le veuille ou non, je fais comme Clicquot Boletienne, par glissement. Je me dis, mais alors, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On n'a pas cessé de nous dire ces dernières années, les Kurdes ont demandé pardon, il y a des intellectuels turcs qui demandent pardon, mais est-ce que je peux accorder le pardon ? Pourquoi est-ce que j'accorderai le pardon ? Donc, je me renvoie là, Dieu, si tu existes, ne pardonne pas, car ils savent ce qu'il faut. Bon. Autre remarque au passage, Clicquot Boletienne, Dieu n'existe pas dans ce texte. Nano, qui est pourtant une bonne mochetsi, se réfère constamment à Surp Karapet. Mais Aswat, elle le dit,
Aswat. Mais, visiblement, au milieu des brasiers, et Surpkarabet et Aswat n'ont pas été présents. Ils se sont tus. Ils ont laissé mourir par le feu la population arménienne de Mouche et des villages de Mouche. Bon. Alors, je passe sur les états d'âme du narrateur et j'en viens peut-être à l'essentiel. Je ne sais pas combien de temps vous m'accordez parce que je sens que le temps passe et que parce que je dois dire aussi que dans ce texte, Guine est constamment interrompue par le président de séance, qui lui rappelle qu'elle a passé son temps de parole. Et elle est là en train toujours de demander 5 minutes de plus, parce qu'elle a des choses à dire, parce qu'il faut qu'elle les dise. C'est essentiel de les dire. C'est vrai, c'est essentiel de les dire. Il faut les dire, il faut avoir le temps de les dire. Et c'est vrai que les colloques ne sont pas faits pour ça et que le narrateur constate d'un air désabusé, elle se croit sur l'estrade d'une réunion consacrée au génocide, au 24 avril ou toute autre chose, ce qui est tout à fait vrai. Car cette femme, cette Guine, qui s'est lancée dans le descriptif, autre défaut suprême des événements, elle a besoin de le dire, elle a besoin de citer les noms des villes, des lieux, les chiffres, les morts déplacés. Non, c'est ennuyeux. Ce qu'il faut, c'est pouvoir conceptualiser. Or, il est clair que la femme ne conceptualise pas. Elle est emportée par l'angoisse de ne pas pouvoir tout dire. Un peu comme moi, là, maintenant. Alors, quelques mots sur l'anneau. Bon, il n'y a pas de doute, comme dans Seuil, dont on a parlé ce matin, pas mal de Seuil. On évoquait le destin de 3 femmes survivantes du désert, Elmon, Virginie et Antika. On retrouve dans Hanoune, à travers le destin d'une autre femme, l'aporie de l'histoire des survivants. Et là, je cite le narrateur, ces oubliés de l'histoire. Là, le narrateur ne fait que revenir à la parole de Walter Benjamin, qu'il a lu, qu'il a médité. Donc, Nano est un personnage qu'on oppose dans le roman à celui d'Antika, qui est une très belle figure de Seuil, de Semel, que je connais un tout petit peu, un peu un personnage que je connais, enfin avec qui j'ai un peu dialogué dans le temps. Et il y a des éléments qui sont différents. On apprend d'abord ce que c'est que cette petite société arménienne sur le Pelouge. Donc, ces 25 familles arméniennes originaires surtout d'Erzurum et de Mouche, qui à une date indéterminée sont arrivées sur la colline, ont obtenu des autorités locales ou ont acheté un bout de terre, ont construit des maisons, Dunderlank, phrase essentielle, Dunderlank, une église, une école, un agump, donc dès qu'on parle de agump, pointe là l'organisation politique et celle qui est dominante dans le coin, visiblement, c'est le Tashnaktsutiun. L'organisation Tashnak, ce qui va permettre au narrateur ou à l'écrivain narrateur de régler quelques petits problèmes avec le Tashnaktsutiun et les conférences qui ont lieu dans la Goump ou dans l'école arménienne. Nano vit, elle, dans un modeste logement avec son petit-fils Haïgaz. C'est important. Ce Haïgaz, dans ce roman, n'apparaît pratiquement pas. C'est un gamin, enfin si on peut dire un bonarien de 20 ans, qui passe ses nuits à faire la fête et ses journées à dormir. Mais il est essentiel en ce sens que, quelque part, ça nous permet de dire que Nano a pu avoir une descendance et qu'elle a pu sauver un de ses enfants du brasier de Mouche. Bon. Donc, elle est dans une maison acquise par sa bru, Maro, etc., ce qui la met en position un peu de supériorité par rapport à cette pauvre Antika, qui, elle, n'a rien, qui vit si vous avez lu Seuil, au moins ceux qui l'ont lu en français, dans une chambre triangulaire avec des fenêtres et qui appartiennent à une petite épicerie et qui va finir la malheureuse dans l'équivalent d'un asile de vieillards. Tandis que Nano, elle n'est pas propriétaire, mais elle est chez elle. Et c'est parce qu'elle est chez elle, dans une petite chose de 2 pièces, avec un balcon qui domine
le plouj, qui lui permet de surveiller les allées et venues de la population, qui lui permet d'avoir un œil sur tout, et elle peut attirer chez elle, il n'y a pas d'autre terme, le narrateur enfant, un enfant studieux, qui a toujours un livre à la main, ce qui fait que certains lui disent « Vartabet pidillas », avant de lui dire beaucoup plus tard, quand il sera jeune homme, « Pejish keres ». Il saura ni Vartabet ni Pejish, comme vous savez. Bon. Mais il ne le sait pas encore. Donc, elle l'attire chez elle. Ego lao. Puis-je faire remarquer au passage que je me suis préoccupée de savoir si Lao était vraiment... c'est du dialecte kurde, mais c'est plus kurde qu'arménien. Ego lao. Viens enfant, viens. Elle l'attire pourquoi ? Pour jouer aux cartes, un jeu qu'elle a appris d'ailleurs au cours de ses aventures, enfin bon, peu importe, du côté de Alep. L'enfant doit battre les cartes, faire la donne, inscrire les résultats, tout en sachant qu'elle triche systématiquement, tant est grande son désir de gagner. Et ça, c'est important. Nano veut gagner. Nano ne veut pas perdre. Nano ne veut pas être une vaincue. Nano veut être une gagnante. Bon. L'enfant est récompensé par la moitié d'un zamon, que je ne traduirai pas par chewing-gum. Il faudrait trouver un autre terme d'un zamon. Et je ne traduis pas. Et par une bénédiction, grandit avec père et mère. Ne sois pas orphelin. C'est essentiel, ne sois pas orphelin. Et c'est à travers les récits, à la fois répétitifs et renouvelés, entendus par l'enfant, que nous apprenons l'histoire de Mouche et l'histoire de Nano, et la fin de Mouche. Alors, quelques mots très vite. Nano, c'est une jeune femme arménienne originaire de la campagne qui vit dans le quartier arménien dit de Sainte-Marinée, du nom de l'église cathédrale du quartier, bombardée par l'armée turque puis incendiée au cours de l'été 1915. Mais là encore une fois, je précise, sauf une petite allusion à l'été, c'est la saison de l'été, il n'y a pas de neige, c'est la saison de l'été, aucune date, aucune allusion aussi au fait qu'on est pendant la Première Guerre mondiale, si ce n'est que dans la lettre de Vartan Vartabet, il y a le fait que cette population arménienne subit des exactions et qu'on fait des réquisitions injustes, on enlève les hommes, etc. Donc il se passe des événements, mais ces événements ne sont pas décrits comme tels. C'est au lecteur de le découvrir. Le lecteur de Grigor Baledian n'est pas un personnage passif. Le lecteur de Grigor Baledian doit faire un grand effort sur lui-même, lire, comprendre, essayer de reconstituer cette histoire qu'on lui raconte. Bon, elle vit conformément à la coutume dans la famille de son mari, Erig. Ce Erig, il n'a pas de nom, comme Guine, Erig. J'adore le E dans la littérature Hairig, Mairig, que je ne traduirai jamais, moi, par mon père, ma mère. Le père, la mère, le mari, la femme. C'est une sorte de... Cette désignation, ça donne une espèce de place à la fois dans la structure sociale, le père, la mère, Haïrig, Maïrig, les géniteurs, mais sur lesquels il y a une très grande charge sentimentale. Et bon, ça c'est encore un autre sujet. Bon, alors, Erig. Ce Erig, il est probablement fédaï. En tous les cas, il a des amitiés avec les fédaïs, puisque dans le sous-sol de la maison, il y a une cache, où s'est caché précisément un responsable arménien, on ne dit pas lequel, qui, compte tenu de l'insuffisance des hommes et en armes de la région, préconise, ça c'est ce que Guine raconte dans son exposé, qu'en cas de conflit avec les Turcs et les Turcs, il faut emprunter une tactique d'autodéfense, se retirer dans la montagne, dans le Sassoun, comme on le faisait jadis, et où il va lui-même se retirer. Il va se retirer en emmenant avec lui, d'ailleurs, un certain Mebus Vanetsi. Mebus, ça veut dire, en turc, un député. C'est encore une allusion à la période post-révolution jeune turque, où, dans le Parlement ottoman, les Arméniens ont eu une représentation, et dans cette représentation, il y a eu des Mebus, Van, de Mouch, d'Erzulum, etc. Ce Mebus Vanetsi, qui est vraiment Nanoïn Achkin Pouche. Bon, elle le désigne du doigt. Bon. Et dans l'attente
dans l'attente, quand le drame aura recommencé, se retirer dans le Sassoun pour attendre l'armée russe libératrice, il en est question, qui, elle, est arrêtée à Manaskelt, c'est-à-dire assez loin de la région de Mouche. Donc Mouche est pris dans une... Enfin, bon, on ne va pas raconter le détail de la destruction de Mouche, mais c'est assez intéressant de voir aussi comment l'auteur présente Nano. L'apparition de Nano apparaît assez tardivement dans le texte, enfin, dans la page 40, 60, son nom. Elle apparaissait dans les livres précédents, sous la forme que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire un personnage, on donne juste un nom, un caractère, un acte, et puis on va le retrouver plus loin. Il faudrait d'ailleurs, quand Cliquot aura fini son cycle, faire comme pour Balzac, établir, comment dirais-je, un dictionnaire des personnages des romans de Cliquot-Bolodien. Bon, ça sera aussi très intéressant. Bon, alors, notre Nano, elle entre en jeu, si dire, en disant « Huna, Huna, Hon, Hon ». Ça m'a beaucoup frappé parce qu'Antika paraît de la même façon dans Seuil, dans Semer. Antika, ce truc. Bon, je ne sais pas pourquoi il a choisi, enfin l'auteur cette fois-ci, a choisi de personnaliser ces personnages-là par une petite injonction introductive. En tous les cas, au fil du récit, la parole de Nano exprimée librement et naïvement dans son dialecte de Mouche, matinée de Kurde, se réduit généralement à quelques noms de lieux, d'affection maternelle. Le narrateur dit, quand elle dit Egolao, il dit Maïragan Hot, de l'odeur maternelle. Ce n'est pas simplement l'affection maternelle, c'est l'odeur maternelle. Et la phrase Egolao revient comme une antienne tout le temps dans le temps. Egolao. Et puis ça s'accompagne de bénédictions. Zarernis, Dur Idas, devient un arbre, donne des branches. Ou bien de malédiction Krordani, ou bien plus grave, que je ne répéterai pas, c'est-à-dire quand elle invoque pour envoyer, quand elle envoie sa malédiction sur Antika, elle touche les forces telluriques souterraines, bon, que je ne dirai pas, ou bien elle éructe son mépris. Tout, comme je viens de le faire. C'est-à-dire c'est important. La gestuelle est importante, que ce soit d'ailleurs l'auteur ou le narrateur examine la gestuelle de la femme, celle qui parle, celle qui fait le récit, enfin celle qui fait l'espèce de leçon d'histoire, et puis le tout. Hein. Et le tout, nous l'avons, lui et moi, Karam et moi, entendu de la bouche de notre mère. C'était bien comme ça. Quand on méprisait quelqu'un et qu'on est de Mouche, eh ben, on lui éructe à la figure tout. Bon, j'ai bien dit éructe, je viens de faire allusion à la bouche. La bouche, c'est les os, péran. Mais dans la bouche, il y a un lésou. Et c'est avec ce lésou qu'on va parler la langue qui est aussi lésou. Alors, ceux ou celles qui connaissent bien l'œuvre de Krikor-Bolodian, je leur propose de rechercher dans les 7 volumes toutes les allusions à la bouche fermée du père qui n'arrive pas à dire les mots, hein, la bouche fermée, la bouche de la femme de Nano, qui mâchouille les mots en même temps qu'elle est toujours en train d'avoir son diamant dans la bouche. Bon, la bouche des enfants qu'on ferme quand on s'est réfugié dans la montagne, poursuivi par les Kurdes ou les Turcs, qu'on est caché derrière les rochers, que les enfants se mettent à hurler, alors on met la main, on les bâillonne au sens propre du terme, pour les empêcher par leurs cris de permettre à l'ennemi de découvrir là où on est caché. Bon, cette bouche, c'est, il faudrait voir pourquoi cet organe-là, enfin si, je vois pourquoi, cet organe qui est l'organe de la parole, de ce qu'il appelle Asunutun. Cette parole, là aussi, dans ce roman, dans celui-là, je ne sais pas si dans les autres, mais en tous les cas, ici, ça m'a frappé, quand l'oratrice parle, il la regarde, il voit son profil. Elle a un nez busqué, elle a des cheveux qui lui tombent sur la figure, le menton qui fuit, enfin il ne le voit pas, et ça lui rappelle l'homme préhistorique, enfin quelque chose comme un homme préhistorique, c'est-à-dire comme l'homme n'était pas encore homme. Hein. Et comment est-ce que l'homme est devenu homme? Eh bien, c'est qu'il a eu le langage, qu'il a eu Asuntiun.
Et quand il a eu Asuncion, ça lui a permis de philosopher comme Marc Eklikov, et comme les autres que j'ai cités tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire, philosopher, c'était réfléchir sur la vie et sur la mort. Donc cette nano, alors là, j'ai dit, tire son thème personnel de la conscience qu'elle entretient par sa langue avec le pays ancestral, le Yergir, qui n'est jamais cité autrement, le Yergir, sa topographie, la plaine, la montagne, l'Euphrate, les méandres de l'Euphrate et les affluents de l'Euphrate qui sont cités dans le livre. Son peuple, je rajoute pas plus. Et le narrateur ne tombe jamais dans le défaut, le piège de l'anthropologie, c'est-à-dire la tentative de reconstituer à travers de grandes phrases, disons, la description du pays. Pas du tout. D'ailleurs, il s'en est expliqué dans un très très bel article que je vous recommande, qu'il a publié dans Agos cette année, le 24 avril 1915, et qui s'appelle Aredi Lesbo, que je traduis, moi, dans la langue du désastre, et dans lequel il s'explique. Cette fois-ci, je parle non pas du narrateur, je parle de l'auteur. Il s'explique sur ses rapports avec la langue arménienne et l'arménien occidental. En tous les cas, l'usage modéré de ce langage dialectal contribue largement à la sensation de vérité, donne au texte une vigueur d'expression assez étonnante et l'incorpore en récit sans en faire un objet superflu, voire exaspérant. Il n'y a rien de plus exaspérant que de lire des phrases entières écrites dans un dialogue qu'on ne comprend pas, etc. Là aussi, il y a un choix. C'est un livre extrêmement réfléchi. Enfin, d'une façon générale, les romans de Goubolodian sont très réfléchis, l'écriture est réfléchie, et simplement, le narrateur s'attarde à souligner les particularités de la prononciation de Nano, sa façon de rouler les consonnes rocailleuses qu'il y a en effet, les allitérations qu'il y a d'une façon générale dans la langue arménienne, mais plus particulièrement dans le dialecte de cette région. Alors, tandis qu'un déluge de feu s'abat sur les quartiers arméniens, l'homme, Erig, avait dit, l'homme Marthe plutôt, là c'était Marthe, parce que ça peut être Erig ou Marthe. Les femmes disaient aussi Marthe. Marthe dit, de quoi as-tu peur? Partez, Katsek. Ce Katsek, j'aimerais que vous ne l'oubliez pas parce que c'est le dernier mot, page 331 du livre. Katsek. Partez. Il faudra encore l'interpréter, ce Katsek. Et il dit, Djere Keziamanat. Les petits. Garde les petits sous bonne garde. Katsek, garde les petits sous bonne garde. Il lui donne un ordre. Il lui donne une mission. La mission, c'est tu ne vas pas mourir. Tu ne dois pas mourir, tu dois sauver les enfants. C'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que j'interprète la dernière phrase du livre. Katsek. Katsek, ça ne veut pas dire dispersez-vous. Choisissez la diaspora. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le vois. Katsek, ça veut dire vous partez, mais vous vivez. 40 ans après, Nano se tourmente encore quand elle parle à l'enfant narrateur. Elle dit, mais je n'étais pas peureuse. Mais pourquoi, Edigus, Indiesav, de quoi as-tu peur? Elle dit, j'ai tiré mon latchak. Alors, le latchak, je ne traduis pas, tout le monde sait, son foulard sur le visage pour se protéger de la fumée, des odeurs. Elle prend Mego, le seul qu'elle cite, le petit. Il allait juste commencer à marcher. Mego sur ses épaules, elle prend l'autre, qu'on ne cite pas, on ne dit jamais son nom, elle tire et elle sort. Elle sort, là je me laisse aller au descriptif, le pire péché. Et comme elle dit, elle ne prend pas le chemin des Bostan. Ceux qui connaissent, comme nous tous ici, la topographie de Mouche, savent que Ville, c'est une ville qui était accrochée au point d'une montagne qui s'appelle le Kanaler, et qu'autour il y avait des Bostan, c'est-à-dire des jardins qui étaient entretenus par les Arméniens, qui étaient un peu lieu de flânerie des Kurdes, etc. Donc les Bostan, ils sont au niveau de la plaine, au niveau de l'Euphrate. Non, elle ne prend pas le chemin des Bostan. Comme sa belle-sœur, elle s'engueule, il n'y a pas d'autre terme, au sens propre du terme, au milieu de cette catastrophe avec elle. Elle ne la reverra plus.
Et comme elle est courageuse, comme elle est de la montagne, elle va faire comme les hommes, comme un homme. Elle va prendre le chemin de la montagne, entraînant, alors le deuxième, l'aîné par la main, et le petit sur ses épaules. Et elle ne reverra plus non plus ses beaux-parents qui sont restés dans la maison, ou son fils, alors, qui est un des 30 ou 40 combattants arméniens restés à Mouche avec un fusil et quelques pampouches et quelques... pampouches, enfin quelques... Du coup, je n'ai même plus le français, moi. Bon. Pour rester, les beaux-parents lui ont dit, nous restons là où reste notre fils. Bon. Ils choisissent de mourir avec lui. Elle fuit. L'incendie dévore la ville. L'odeur des corps brûlés, le lèche, ça ne se traduit pas ça en arménien, odeur des corps brûlés, la chair, l'odeur, paraît-il, il n'y a rien n'est pire que la chair de l'odeur brûlée comme ça, massivement envahie, est insupportable. Elle ne sait plus comment avec les autres, dit-elle, elle a franchi le fleuve. Tout ça, c'est dans le récit, mais c'est reconstitué. Elle est intrépide. Elle vient d'un village de la montagne et elle prend le chemin de la montagne. Alors elle escalade les pentes, etc., etc. Je ne vais pas raconter tous les détails, encore qu'il y en ait un qui est assez terrible. Quand elle arrive dans son village de Marnik avec ses 2 gamins, le village a été pillé. La maison maternelle, la maison familiale est vide. Elle trouve sa grand-mère, Mam, ligotée à un arbre par un Kurde. Et la grand-mère lui dit de ne pas la délier, parce que si elle la délie et que les autres viennent, ils vont savoir qu'il y a des Arméniens réfugiés dans la région, et elle préférera mourir comme ça. Bon, c'est un petit passage inventé ou réel, je ne sais pas. Il y a aussi cet aspect-là, et on assiste, évidemment, il n'y a pas d'autre terme, dans le Sodome et Gomorrhe. Alors si le mot Sodome et Gomorrhe a un sens, c'est bien là, au milieu des incendies, de la famine, des poursuivants, etc., au calvaire de Nano et de ses enfants. Bien entendu, Mogo meurt le premier, mais, comme elle dit, elle a au moins le bonheur, enfin, de faire un trou et de l'enterrer, et l'autre, qui pleure, elle le tire par la main, etc. Et là, on va se trouver devant une dernière situation. Je vais en terminer avec cette partie de l'histoire de Nano. Elle revient au village parce qu'elle est affamée et qu'elle sait qu'on peut trouver quelque chose à manger. Et elle trouve dans la maison Aziz, un Kurde, familier de ses parents, qui s'est emparé, il y a un cheval, il y a le thème du cheval aussi, un cheval magnifique, le cheval avec lequel elle est allée comme mariée jusqu'à Mouche. Et avec Aziz, elle passe une sorte de contrat, elle lui confie son fils aîné, en lui promettant qu'un oncle qui se trouve à Istanbul, à Constantinople, lui donnera de l'or plus tard, etc. En tous les cas, elle lui confie l'enfant, parce qu'elle comprend qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'emmener avec elle, et qu'il ne résistera pas et qu'il risque de mourir. Et il y a là, alors dans ce roman, dans les romans de Grigol Boledian, d'après ce que j'ai compris dans le dernier, le sexe joue un certain rôle, mais dans les romans de Grigol Boledian, au moins dans ceux-là, c'est assez discret. Peut-être, enfin en tous les cas, peut-être que Aziz la frôle, mais elle refuse, ou elle ne veut pas être la femme d'un Turc ou d'un Kurde, et elle va fuir. Bon, alors, elle n'a pas pleuré, etc., etc. Bon, le corps de la vieille Naro, etc. Bon, je voudrais simplement dire cette dernière partie sur le caractère de Naro tel que l'enfant l'a décrit. Nano est fière, elle est autoritaire, elle est rancunière, elle est cancanière. Le mot Pampa 5, qui est un des mots qui revient sans arrêt dans les romans de Grigol Boledian, est un mot merveilleux, Pampa 5. Bon, dire du mal des autres, d'elle, critiquer, surveiller, etc. Et c'est, en tout cas, une mégère. Une mégère à la maudille, en tout cas, donc il y a des rancunes entre les femmes. En tous les cas, cette Nano va nous permettre d'entrer, justement, puisque tout à l'heure j'ai fait allusion à des problèmes sexuels rares, enfin rarement évoqués, en tous les cas dans celui-là, du haut de son balcon, elle a entendu
les pleurs d'enfants d'une famille nouvellement arrivée qui vit en bas de chez elle. Elle ne supporte pas les pleurs d'enfants. Parce que les pleurs d'enfants, bien entendu, par réminiscence, lui rappellent des choses trop horribles. Et ces pleurs d'enfants l'amènent à s'intéresser, si on peut dire, à l'intimité, comme dit l'auteur, le narrateur, si on peut parler d'intimité sur le pelouse des familles de ce couple, Vrej et Araxi, et à découvrir quelque chose qu'on pourrait appeler dans le langage moderne des relations sadomasochisme. Enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus, si ce n'est que pour Nano Araxi, qui supporte d'être battue tous les soirs par son mari, est anamote. C'est-à-dire, elle n'a pas le sens de l'honneur, elle est anamote, ce qui est quand même dans sa bouche quelque chose de très grave en tant que femme. Et d'un seul coup, cette vieille Nano, car elle est vieille, elle va mourir bientôt, elle est vieille, cette vieille Nano se dresse un peu comme un défenseur des droits, j'allais dire, de la femme. Enfin, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'était voulu ou non. En tous les cas, Nano, elle ne se soumet pas aux autres, elle ne se soumet pas aux idées reçues. Elle a ses héros. Seloparpu, le fédaï du Nemrut, dont elle magnifie la légende. Haji Agop, c'est celui qui n'est pas monté dans le Sassoon. C'est le combattant arménien de Mouche qui, avec une trentaine d'autres combattants, s'est défendu les armes à la main et a été tué les armes à la main à Mouche, et dont elle garde la reproduction d'une photo sur son mur, qui est une espèce de photo prise, là aussi on tombe dans l'importance des photos. Il y a aussi dans ce texte toute une série de photos qu'on peut analyser, mais la photo de Hadji Agop que les uns et les autres prennent tantôt pour son mari, tantôt pour son frère, pour lequel elle porte un véritable culte, puisqu'elle dit « celui-là, Mens Martyr. Il n'a pas abandonné le peuple. Et puis, bien entendu, Vartan Vartabet, l'abbé du monastère de Soul-Provanu Garabet, le monastère dont les cloches s'entendaient à 7 jours de distance, qui a été brûlé vif. Et là, je le dis en arménien, c'est magnifique, ça. Vous devriez être sensible à ça. Il ne l'a pas inventé. Ça, c'est pas des néologismes, c'est dans la langue, ça. Et elle fustige, bien entendu, les dirigeants arméniens qui se sont retirés dans la montagne, bon, etc., etc. Bon, alors, arrivé à ce niveau, juste un peu avant sa mort, le narrateur s'interroge sur Nano. Il dit, je traduis là, elle était sans protection, dans la position d'une coupable. Elle s'était définitivement enfermée dans un secret qui était devenu obscur pour elle. Il était impossible de témoigner, malgré les faits. On revient à ce problème du témoignage qu'on trouvait dans la leçon d'histoire donnée par Guine. Le témoin n'est-il pas toujours une personne de l'extérieur ? Elle ne pouvait pas être elle-même, échapper à elle-même. Comment peut-elle témoigner ? Bon, et le témoignage arrivera, si on peut dire, beaucoup plus tard. Finalement, comme dans un roman classique, le destin de Nano prend son sens, ou s'accomplit, disons, dans la mort. Le narrateur découvre, cachés sous son latchak, des stigmates. Et je prends le terme de stigmate dans son sens religieux franciscain, les stigmates, de la peau nue de son crâne, qui a été brûlée, et il découvre une confuse géographie blanchâtre, pareille à ce pays qui y avait laissé la trace de sa disparition. Donc, c'est le corps de Nano qui apporte la preuve. Bon. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant encore 1 heure ou 2. Je voudrais juste un mot. Une autre intervention. Bon, juste un mot. Dire que cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus, quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Patrick Modiano, a eu le prix Nobel de littérature. Et dans le discours qu'il a fait, il a dit « Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres
à l'art de la mémoire, avec lequel sont évoquées les destinées les plus insaisissables. L'art de la mémoire. Bon. Cette citation est justifiée, à mes yeux, par une comparaison qui s'est imposée à moi. Grigore Bolodian et Patrick Modiano sont nés la même année, en 1945. L'un à Beyrouth, l'autre à Paris. Ils ont tous les deux subi dans leur enfance des événements marquants. Et dans leur œuvre, ils ont rapporté, l'un les traces de la Shoah, l'autre le génocide des Arméniens, qui hantent leurs livres. Patrick Modiano a eu le prix Nobel, Grigore Bolodian ne l'a pas eu et ne l'aura probablement jamais. Voilà.